Allez, c'est parti. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai montré une vraie grosse sono professionnelle de chez L-Acoustics, le système A15. Alors, dans cette vidéo qui s'adresse à tout le monde, vraiment, ça s'adresse aussi aux gens qui ne sont pas techniciens son, mais si vous vous intéressez un petit peu à la technique son live, regardez cette vidéo. Je vais vous montrer comment j'ai installé donc une sono professionnelle, pas en sound system artisanal, dans un festival de musique électronique. Je vais donc vous parler de ce système si particulier de chez L-Acoustics qui est un line-array, parce qu'on ne dirait pas comme ça, mais c'est bien un line-array. Je vais revenir donc sur le système, sur le concept de line-array. Si vous n'avez jamais rien compris, c'est la vidéo qu'il vous faut, parce que je vais revenir dans des mots assez simples sur ce concept de line-array. On va parler aussi évidemment de ce système son particulier, le système A15 de L-Acoustics, qui est un line-array vraiment bizarre. Je vais vous dire ses avantages, ses inconvénients. Je vais aussi vous parler juste du métier d'ingé son live en musique électronique, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a que 2 pistes. Et puis je vais vous parler de ma manière de penser, de visualiser le système son avant qu'il soit là, c'est-à-dire définir ce que je vais utiliser comme enceinte, parce que là j'avais carte blanche. Comment installer ça avec des bénévoles, ce qui n'est pas facile. Et puis voilà, j'espère que ce sera une belle introduction à la technique son système live pour cette vidéo. Alors, petit disclaimer avant de commencer, je suis ingé mastering, moi, et je fais quelques fois dans l'année de la technique son système, notamment pour l'assaut TDN. Donc, ça ne va pas être une vidéo d'expert, si vous voulez, L-Acoustics, ni de technicien son système qui travaille tous les jours. Ça va juste être la présentation d'un humble technicien son live qui s'intéresse à la technique système. Mais je pense que ça va être une belle introduction à la technique son système live pour vous et à ce système si particulier, le A15 de chez L-Acoustics. Donc voilà, prenez ça avec des pincettes, mais je pense que vous allez apprendre quelques trucs hyper intéressants. On regarde quelques autres petites vidéos du système et photos pour vous montrer. Donc vous voyez, on a déjà des premières choses un petit peu étranges, un petit peu intéressantes. Voilà, vous voyez, c'est pas pareil en bas qu'en haut. Et on a un autre truc derrière un peu bizarre qui n'est pas le même type de subwoofer. Donc voilà, je vous mets l'eau à la bouche. Avant de vous parler de ce système, je vous invite à checker l'édition 2025 d'Ultra Virage qui arrive dans quelques jours. Parce que là, on remet le paquet, on remet ce système son. Je vais réinstaller à peu près le même système son. Je vais vous dire ce que je vais changer dans la vidéo. À Grenoble, au Stade des Alpes, il y aura évidemment une autre scène, la scène principale, que vous ne voyez pas ici. Et il y aura notamment Schler, Helena Hoff, plein de trucs cool. Il y aura Helena Hoff sur cette scène-là, d'ailleurs. Donc voilà, il reste des places. Je vous laisse évidemment le lien en description. Il y a même des hébergements si vous venez d'ailleurs que Grenoble. Ah, et j'oubliais, on va parler évidemment de la verrière, parce que c'est la scène verrière. Et la verrière, ça produit un son particulier. Je vais vous dire pourquoi j'adore en fait cette verrière. Alors, revenons à nos moutons. L'année dernière, j'ai été chargé par l'assaut TDN de gérer de A à Z le son de la seconde scène, la scène verrière. TDN, c'est un festival de musique électronique. Il y a donc principalement des DJ, mais aussi des lives. Mais les lives, c'est juste du stéréo. Donc, si vous voulez, mon boulot, à moi, c'était plus le système, en fait. C'est là où j'ai passé le plus de temps, d'énergie, où on a passé le plus de budget. Et TDN a fait appel à un prestataire technique pour la scène principale, la grosse scène. Et pour la seconde scène, ils ont dit, Victor, tu as carte blanche. C'est à toi de définir le matériel, l'installer, le gérer pendant l'exploitation, donc être là devant la console, et le désinstaller. Le prestataire technique te donne droit à ce que tu veux de chez L-Acoustics, trop bien. Par contre, tu n'as que des bénévoles avec toi. Et c'est ce cinquième point, je passe ce dernier point qui est hyper important, c'est que je pouvais mettre ce que je voulais de L-Acoustics, mais j'avais que des bénévoles avec moi. Alors, ce métier d'ingé live que j'ai humblement appris à mon humble niveau, je l'ai appris sur L-Acoustics. Donc ça tombe bien, je connais bien les boîtes de chez L-Acoustics et je connais bien ce système, le A15, et j'adore ce système. J'aurais pu choisir d'autres systèmes pour cette petite jauge, mais déjà j'étais avec des bénévoles, donc je ne pouvais pas monter le système son en l'air, donc déjà ça me limitait sur le choix des boîtes L-Acoustics. Je voulais donc quelque chose d'hyper sécurisé. Je voulais pas lever en l'air, j'avais pas la place en plus pour des pieds de levage. Il fallait que ça se monte rapidement, que ça se démonte rapidement, et tout ça avec un seul technicien son pro, moi, et le reste des bénévoles qui y connaissent absolument rien. Donc ce que j'ai choisi, c'est déjà de mettre ce système sur des tables. Ici on entrevoit la table, vous voyez, une table de 2 mètres par 1 mètre.
On a évidemment utilisé les systèmes de fixation de l'acoustique, ce qu'on a sanglé, donc tout est sécurisé. Là, on voit les sangles derrière ici. Le reste, c'est sanglé en dessous. On a des choses en métal, là, des petits... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, on voit des barres ici qui, en fait, fixent les subs, et c'est ça qui est sanglé. Donc, il fallait que ce soit simple à installer. J'avais donc, en gros, 2 choix de chez L-Acoustics. J'avais ce système A15, ces grosses enceintes 15 pouces, et j'avais un autre, c'est le Cara. Donc là, déjà, c'est peut-être plus familier pour vous. Ça ressemble plus à un vrai liner, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que vous voyez dans les concerts, ces grandes grappes de son. Avant de vous expliquer le concept de liner, je dois vous expliquer un des avantages de ces boîtes. Ces boîtes de chez L-Acoustics, les A15, le premier avantage que j'adore par rapport au Cara, pourquoi j'ai pas choisi Cara, c'est qu'il y a un gros woofer de 15 pouces. Et ce gros woofer, il me permet de descendre bas, vraiment de manière qualitative. Le problème de Cara, c'est que c'est vraiment des petits haut-parleurs, et si on veut de l'impact vers 100 Hz, il va falloir mettre beaucoup de boîtes, au moins 6, mais vraiment minimum. Si on veut commencer à avoir de l'impact, et même à 6 boîtes, je préfère ça. Moi, ce que j'adore avec ces A15, c'est qu'il y a de l'impact dans le bas. Du coup, on a des kicks qui sont vraiment bien définis, et ça, pour les musiques électroniques, c'est juste hyper important. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi ce A15. C'est même la seule raison. Maintenant, on va parler du concept de liner. Vous l'avez vu, un liner, ce sont ces grandes grappes de son. On les met en concert parce qu'elles permettent de mieux gérer l'homogénéité de la dispersion. En fait, elles permettent de contrôler la directivité. Un liner s'oppose à un point source. Un point source, c'est les enceintes un peu traditionnelles, si vous voulez. Les enceintes normales sont des points sources. Le liner, en fait, il va permettre d'avoir une diffusion différente, c'est-à-dire que... Alors, avant de vous expliquer comment ils arrivent à faire ça, les liners, je vais vous expliquer hyper simplement, vous allez tout comprendre. En fait, le point source, il va se comporter comme un point qui se répartit en 3D dans le reste de l'espace. Donc forcément, on a beaucoup de perte d'énergie à chaque doublement de distance, puisque ce même son, cette même quantité d'énergie, elle doit faire une surface plus grande, plus elle s'éloigne. Pour le cylindre, cette surface, elle se double par rapport à la distance. Vous voyez, la même surface, ici, elle est doublée. Alors que là, la même surface, on double de distance, on multiplie par 4. Et ça, en fait, c'est ce qui fait qu'un point source, entre l'avant du public et l'arrière, on a une grosse différence de son. Le point source, il a du mal à aller chercher loin le son, parce que à chaque doublement de distance, il perd beaucoup d'énergie. Ça, c'est la théorie, évidemment. Dans les faits, comment on arrive à faire un effet liner? Il y a 2 éléments, en fait, au liner. Le premier, et c'est celui qui est visible pour vous, c'est la longueur. En fait, pour qu'il y ait une directivité, on va avoir des phénomènes d'annulation de phase. C'est-à-dire que si vous êtes en dessous de la grappe, vous voyez, vous allez entendre d'abord cette membrane-là, ce haut-parleur-là, et ensuite celui-là. Mais du coup, cette différence dans le temps, ça va créer des annulations de phase. Évidemment, ces annulations de phase dépendent de la distance. Donc, plus vous avez une distance de liner est grand, plus vous arrivez bas dans le spectre pour annuler ces fréquences. C'est pour ça que les linerets doivent être très longs pour avoir un vrai effet liner. Ça, c'est donc la longueur de la grappe, et c'est hyper important. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir l'effet liner, cette disposition verticale du son bas dans le spectre. Dans le reste du spectre, dans les aigus, ça fonctionne différemment. Ça fonctionne avec un guide d'onde, je vous montre. Alors, donc dans les enceintes, on a un guide d'onde, si vous voulez, pour le médium et les aigus. Et donc pour ces fréquences-là, en général, c'est à partir de 1,3 kHz, on a un espèce de labyrinthe, si vous voulez, qui va donner cet effet liner. Donc en fait, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'enceintes pour que cette zone des fréquences, médium, aigu, ou plutôt au médium aigu, arrive à se comporter comme un liner. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le son, il va rester comme ça. Il va se comporter, au lieu d'aller comme ça, il va aller comme ça, tout droit. Ça va faire comme un mur qui avance. Et ça, c'est hyper important, parce que non seulement ça permet d'avoir ce super comportement, si vous voulez, sur la distance, mais aussi on peut empiler les boîtes, en rajouter, et on n'a pas de destruction, si vous voulez, du son, on n'a pas d'interférence destructive. Voilà donc comment un liner, comme le Cara par exemple, arrive à se comporter de la manière d'un cylindre. On voit évidemment un problème avec le liner, c'est qu'on est obligé d'avoir une très longue grappe si on veut que l'effet liner ne soit pas juste au niveau des guides d'onde qui sont ici, mais aussi au niveau des woofers.
donc c'est-à-dire dans le grave. Avoir un effet lineré vers 100 Hz, c'est compliqué, il faut une grande longueur. Petit point vocabulaire, un lineré, c'est un empilement de boîtes, mais pour qu'un lineré se comporte comme un lineré dans tout le spectre, sur lequel il opère, et ben on appelle ça une ligne source. Une ligne source, c'est un lineré parfait. Donc, même si vous mettez que deux enceintes Cara l'une sur l'autre, bah, c'est un lineré, c'est-à-dire c'est un empilement de boîtes, mais ce ne sera pas un ligne source. Et vous allez me dire, bah en fait, la A15 ici, c'est pas un ligne source. Et vous avez raison. Les A15 sont en fait des linerés à courbure constante. Vous voyez, vous ne pouvez pas régler ici l'angle. C'est toujours le même angle. Donc, si vous empilez plein de A15, en fait, l'angle, il va faire rapidement comme ça, il va faire un cercle et en fait, vous n'arriverez jamais à avoir une ligne source. Et c'est en fait ce qui est un peu bizarre avec les A15, c'est que les A15 ne seront jamais des lignes sources. Vous avez des angles, en fait, qui sont juste trop aigus, enfin trop grands, pour que vous ayez une vraie longue grappe qui, jusqu'à 100 Hz, la fréquence où il opère, ait un effet lineré. Donc la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise ça ? Pourquoi est-ce qu'on utilise les A15 alors que en fait ce sera jamais un lineré parfait, c'est-à-dire une ligne source. Et ben je vous explique. Donc vous le savez, l'autre type d'enceinte qui existe, ça s'appelle le point source. Voilà. Alors ici, c'est la simulation d'une enceinte point source. Si on a une enceinte point source, bah, c'est super. Mais si on en met deux, en fait, c'est là qu'on a des soucis. En fait, c'est là où les soucis se posent. Vous voyez qu'en fait, elles vont avoir le même champ de diffusion, elles vont diffuser un peu aux mêmes endroits, elles vont partager des endroits. On fait ça en fait quand on a besoin de puissance, par exemple. Donc si on met deux enceintes côte à côte, là et là, à cet endroit-là, on va avoir une mauvaise cohérence entre ici et ici, puisque en fait, le son va arriver d'abord de cette enceinte, puis de celui-là. Donc on a une mauvaise cohérence, évidemment, spatiale, dans le temps, qui donne une mauvaise cohérence, en fait, temporelle. On va avoir un retard d'une enceinte par rapport à une autre, et ça, en fait, n'importe où on est. Ça pose pas de souci dans le bas du spectre, parce que les longueurs d'onde sont assez grandes pour que ces différences temporelles soient inaudibles et fassent que le son reste en phase. Mais dans le médium et les aigus, c'est là où ça pose problème. Et c'est là l'intérêt du lineré. Même un petit lineré comme celui-ci, en fait, il va donner cette cohérence du front d'onde. Pourquoi ? Parce que le guide d'onde, ici, vous voyez, il va gérer par exemple la zone du bas, mais il ne va pas aller sur la zone de l'autre guide d'onde. Et c'est dans ces fréquences-là, le médium et les aigus, que cette cohérence est hyper importante. Dans le bas du spectre, en dessous de 1000 Hz, c'est-à-dire les zones gérées par ces woofers, la différence temporelle, si on est ici entre ce woofer-là et ce woofer-là, elle est minime par rapport au fait que les longueurs d'onde sont grandes. Donc, c'est ça l'avantage des A15, c'est la cohérence du front d'onde. On peut empiler les boîtes, pour gagner en puissance, par exemple vers 500 Hz, et ne pas avoir de soucis de phase et de temps dans le médium et les aigus. Ça, c'est le premier avantage des A15. On a un deuxième avantage, c'est que si ce n'est pas un ligne source parfait, ça reste un ligne source, enfin un lineré, dans le médium et les aigus. Du coup, je peux aller chercher un petit peu plus loin mon public. Et regardez, ça va être important parce qu'on a une scène très longue. Ici, c'est la régie, et ça va encore derrière le public. Donc, cette enceinte, elle gère le public qui est devant, et moi, regardez, je vois cette enceinte. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux augmenter ce pavillon-là, le son qui vient de ce pavillon, baisser celui qui vient de là, et comme ça, j'arrose un petit peu moins devant, et j'évite de leur arracher les oreilles avec du son médium et aigu hyper fort. On va revenir sur ça plus tard. On a un autre super avantage du A15, et on va le voir juste ici. C'est que ces guides d'onde, on peut les resserrer ou les ouvrir. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai resserré au max ce guide d'onde-là pour serrer comme ça le champ de diffusion, pour aller chercher loin, et gagner en puissance, et aller loin, pas arroser sur les murs. Ça, c'est un autre avantage, c'est que j'arrose moins sur les murs, et je peux concentrer le champ vers le public qui est au fond dans cet espace assez réduit. Et ici, j'ai ouvert l'intérieur, et j'ai resserré l'extérieur parce qu'il n'y a personne en fait à l'extérieur. Vous voyez, c'est les escaliers, regardez, c'est là. Donc, voilà. Par exemple, j'ai une vue du public ici. Là, le pavillon, il est resserré, mais je m'en fous parce que je ne l'entends pas. Mais moi, j'entends celui-là, donc là, je l'ai ouvert. Et avec un lineré, avec une cohérence du front d'onde entre ces pavillons-là, on peut se permettre ça. Évidemment, quand je resserre le pavillon,
il va se comporter différemment dans les aigus, dans le médium, il va se comporter différemment au niveau du gain, et donc je vais pouvoir, avec des filtres à phase linéaire, gérer ça différemment et corriger donc les modifications créées par ces angles différents. Donc voilà pourquoi les A15 sont un super système, même pour des petites jauges, même si un A15 ne sera jamais une ligne source parfaite. Allez, voilà donc pour le concept de système A15. Maintenant, on va se plonger dans le logiciel. Alors, dans le logiciel, en fait, quelques semaines en avance, j'ai prévisualisé mon système. Donc, j'ai défini ce qu'allait être la scène et le public, ok. Et comme vous le voyez, j'ai un public qui va très loin en longueur. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai installé mon système ici, à la bonne hauteur, sur des faux Pratos, et j'ai pu définir déjà les cartes blanches. Ça, c'est le premier avantage du logiciel. Ensuite, avec le logiciel, j'ai pu définir ce qu'allait être la diffusion du son, notamment sur les subs, ok, mais aussi sur le reste du spectre, et j'ai pu voir que plus on allait derrière, moins il y avait de son. Ça, c'est assez facile à prévoir. Autre avantage de ce logiciel, c'est que je peux prévoir l'angle des enceintes ici et donc améliorer la couverture. Je vais vous montrer. Avec ce chiffre-là, regardez, tchac, je peux modifier comment se comportent les angles de mes enceintes. On va mettre 12,5. Et donc, vous le voyez, si je prends par exemple l'enceinte de gauche et que je modifie l'angle, tchac, et ça va se comporter différemment, ok ? On voit que si je mets un angle à 12,5, ici, je vais chercher un petit peu moins loin. Et alors que si je l'avais mis à 25, c'est-à-dire beaucoup plus serré, regardez, on aurait une différence ici dans la projection du son. Et ici, en plus, on aurait arrosé le public de manière beaucoup trop intense. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini l'angle. Alors, je ne sais plus combien je l'ai mis, c'était peut-être 20. Et j'ai dit que c'était le mieux, quoi. C'était ce qui me convenait le mieux. Dans ce logiciel, toujours, on a plein d'autres trucs hyper intéressants. On peut calculer automatiquement une égalisation, notamment pour, par exemple, augmenter les aigus pour aller chercher le public un peu plus loin et baisser les aigus en dessous. Tout ça, on peut faire avec des EQ un peu standards, mais aussi avec des EQ à phase linéaire. C'est ça qu'on utilise pour les guides d'onde. Ça va permettre, du coup, que quand les guides d'onde se recoupent, parce qu'il y a quand même des petits endroits où ils se recoupent, et ça le fasse en phase, et puis que ça se recoupe aussi avec l'autre HP en phase. Voilà. C'est FIR, ça sonne hyper bien, et c'est un outil hyper important chez l'acoustique et chez d'autres constructeurs pour avoir de l'homogénéité entre l'avant et l'arrière du public. Voilà donc pour le logiciel. Ensuite, je suis passé sur le logiciel L-Acoustics Manager. C'est un petit peu moins intéressant, mais c'est un logiciel qui va me permettre de gérer donc mon système, de le monitorer et d'envoyer aussi les réglages dans les amplis. On va parler des amplis plus tard. Là, on va parler des subwoofers. Donc, les subwoofers, j'ai un peu bidouillé. J'ai pas fait la solution officielle de chez L-Acoustics. Je vais vous montrer. J'ai choisi en fait deux types de subs. Les voici. Alors, j'ai choisi le KS21 qui est vraiment le sub qui accompagne les A15, le sub recommandé par L-Acoustics. C'est un 21 pouces qui est vraiment super, déjà parce qu'il est hyper léger, donc moi pour mon dos j'adore. Deuxièmement parce qu'il descend un petit peu en dessous de 30 Hz. Moi c'est hyper important qu'un sub descende. Quand on conçoit un sub, il y a toujours, si vous voulez, un compromis à faire entre distorsion, puissance, extension dans le grave. Et moi j'aime pas quand les constructeurs font le compromis de l'extension dans le grave pour avoir le plus de puissance possible. Chez L-Acoustics, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment essayé d'avoir un sub quand même qui descend assez. Donc ça, c'est hyper cool. Rien qu'avec ce sub, j'ai tout ce qu'il me faut, moi, dans l'infra. Enfin, tout ce qu'il me faut. J'aimerais toujours plus, mais ça me convient. Un sub qui descend en dessous de 30 Hz, pour moi, c'est vraiment nécessaire en musique électronique. C'est indispensable. Et en dessous, on a un autre sub. Comme je vous l'ai dit, on peut descendre plus bas que 30 Hz, ok. Et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce KS28. À la base, je me suis dit, j'allais faire un peu sub-kick, ok. Et au final, je l'ai pas fait parce que j'avais pas moyen de faire un crossover en fait entre les deux, parce que avec les amplis que j'avais, c'était pas possible. Donc du coup, je les ai fait se recouper. Il faut pas le faire, ok, parce que je pense que leur base réflexe n'est pas accordée pareil. Donc on a des rotations de phase à des endroits différents et que deux bases, ça va pas fonctionner les deux ensemble. Ça a quand même un petit peu bien fonctionné, je trouvais. J'ai inversé la phase, je crois, sur le sub arrière. Évidemment, j'ai aligné le tout temporellement, c'est-à-dire que j'ai mis un délai sur cette grappe-là, A15, KS21, pour que lui, il arrive au même moment.
Ça, c'est la théorie. Là, dans la pratique, on ajuste le délai, on ajuste évidemment l'inversion de phase pour voir ce qui marche le mieux. Et j'ai quand même réussi à assembler les deux, mais c'est pas ce que j'avais en tête à la base. À la base, je me suis dit, je vais réussir à me faire un crossover entre les deux et faire que lui, il gère l'infra, tout le gras, parce qu'il arrive à descendre plus bas et que eux, ça soit plus en mode kick. Dans quelques jours, je pense pas que ce sera ça, ce sera plutôt full KS21. Et que ça marchera peut-être encore mieux. Donc voilà, ça c'était un petit peu le petit plaisir que je me suis octroyé pendant ce festival. J'avais carte blanche, donc j'ai pris un peu ce que je voulais et je me suis dit ça va être l'occasion de bidouiller et c'est ce qu'on a fait. Donc voilà pour l'install. Comme vous le voyez, c'est assez basique. Il fallait quand même monter les A15 ici, donc c'est pas facile, mais on a réussi à le faire et on a fait tout ça en sécurité. Allez, ici je vous montre le système de fixation qui est vraiment hyper pratique. Il y a juste une vis à mettre sur le sub et ensuite on peut faire son angle ici. Ça s'attache hyper bien, donc c'est l'avantage des Sono Pro, c'est qu'au niveau du montage, du rigging, c'est juste hyper facile. On a ici une petite photo des amplis, comme vous le voyez, on arrive donc dans un ampli, on ressort par le même ampli pour aller dans l'autre. J'avais donc 4 LA12X, ce sont des amplis 4 voix. Processé numériquement, donc en fait c'est aussi ce qui va processer tout le signal, toute la calibration va se faire là-dedans, et voilà. Avant que je vous parle de ce que je fais pendant les DJ sets, c'est-à-dire quand j'étais à la console, ici là, je vais vous parler donc de l'acoustique du lieu. La verrière. Alors la verrière, comme vous le voyez, c'est du verre et du métal, donc a priori c'est pas top, ça fait une réflexion assez dure, assez violente dans le médium, mais en fait ça marchait. Ça marchait parce que déjà on n'a aucun mur parallèle, vous voyez, tout est anglais, donc on n'a pas vraiment de résonance modale, de résonance qui traîne, qui soit dérangeante, et cette verrière, comme vous le voyez, elle est ouverte en fait, donc le son il traîne pas. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, il y avait une reverb, mais c'était une reverb qui était en fait belle. Moi, je trouvais que la reverb était jolie. Et pour un lieu qui soit couvert, ça sonnait, je trouve, très bien. Donc cette verrière, en fait, ça marche, je trouve. Peut-être que ce serait encore mieux si elle n'y était pas, mais ça donnait une jolie reverb naturelle. Peut-être que ça aidait aussi à faire porter le système un peu plus loin. Mais en tout cas, moi, j'ai vraiment aimé. Je trouve que ça sonnait quand même très bien. Voilà pour l'acoustique. Maintenant, on va vous parler de ce que je faisais pendant les DJ sets, c'est-à-dire devant la console. Alors, voilà, maintenant qu'on a parlé du système et de l'acoustique, je vais vous dire ce que j'ai fait pendant les DJ sets. Qu'est-ce que peut bien faire un ingé son quand on lui envoie juste une piste gauche-droite ? Parce que même pendant les lives, qui sont des lives de musique électronique, en fait, on m'envoyait juste 2 pistes. C'était l'artiste qui faisait son mix. Donc, que diable peut-on faire en tant qu'ingé dans un DJ set, dans ces situations-là ? Moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses et je pense qu'il ne faut plus se limiter à l'égalisation, je vais vous dire ça. Moi, j'ai un coup de gueule, c'est que je trouve que trop d'ingé son délaissent les DJ sets et pensent qu'il n'y a rien à faire d'autre que caler le système. Je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire. Moi, je vais vous dire ce que j'ai fait. Je vais vous dire aussi ce que je n'ai pas pu faire et que j'aurais voulu faire. Et je vais vous donner des petites clés pour vous aider. Déjà, on commence par une petite console. C'est important d'avoir une console. J'avais une console petite, mais suffisante au niveau du format, puisque j'ai besoin en fait que de 2 faders si vous voulez pour gérer la façade. Après il me faut des faders pour les retours du DJ éventuellement, et voilà. Donc j'ai pas grand chose à gérer autre que ça. Donc déjà avant le show, comme vous vous en doutez, j'ai passé beaucoup de temps à égaliser le système. Donc ce que je fais, c'est que j'ai fait les FIR. Les FIR, je les ai ajustés, c'est-à-dire notamment la différence entre les aigus à l'avant, médium aigu à l'avant et à l'arrière. Ça, j'ai passé un peu de temps à régler ça, avec les FIR. Et ensuite, j'ai fait des points un peu plus précis, dans le haut médium, parce que et ces points, en fait, je les ai faits quand le système est assez fort. Je trouve que quand ces systèmes-là, on les pousse dans leur retranchement, on aime bien faire ça quand même, quand on les pousse à fond, il y a des endroits qui vont agresser, et moi j'ai envie d'écouter, j'ai envie que les gens puissent l'entendre fort, ce système, et donc j'enlève la dureté dans le haut médium, et ça va être des points, je trouve, où on commence à avoir un peu de distorsion. Donc je pousse le système à fond, pas longtemps évidemment pour les oreilles, et je vois en fait où ça fait mal, et j'enlève ces fréquences-là. C'est des systèmes quand même qui sont très neutres, hein. On n'est plus dans les années 90 où on va charcuter les systèmes. Le A15, il est processé numériquement, il est déjà hyper flat, hyper neutre. Donc il n'y a pas grand chose à faire. Je trouve qu'il faut pousser le système, voir où ça agresse, et on coupe ça là,
dans vraiment le système de chez Acoustic, j'ai cherché des points assez précis. Donc ça, c'est le processing qui est dans les amplis et il reste dans les amplis. Ensuite, dans la console, je vais faire un processing qui est plus adaptatif et qui dépend plus du coup du moment de la journée, du nombre de personnes qu'il y a, de la musique aussi. Et c'est pour ça que je le fais sur la console. Sur le système, dans les amplis, j'ai moins accès, si vous voulez, c'est moins facile. Donc, c'est vraiment le système en soi. Et pour le système face à ces évolutions, c'est-à-dire le public, la météo, etc., ou les DJ sets, le contenu, là, je vais le faire dans la console parce que c'est un accès plus rapide. Et puis, mentalement, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je sépare un peu le système et le contexte. Alors, il y a plusieurs choses, en fait, à faire dans un DJ set. Alors, elle n'est pas trop jolie, mon image, mais voilà. Ça, c'est l'EQ de la console. Donc, dans la console, en fait, je vais faire des belles pas très précise, plutôt large, et je vais notamment creuser le médium et le haut médium, déjà parce qu'en musique électronique, j'aime bien creuser cette zone dans les systèmes qui ne sont pas les plus surdimensionnés du monde, donc des systèmes où on arrive un peu vite dans leur retranchement, ok, donc c'est un peu ce que j'ai fait sur les amplis, là je le refais ici, je vais le faire aussi en fonction du public, donc en fait ce que je fais c'est que je pousse le système à fond quand je fais mes démos, je vais chercher ces fréquences-là et ensuite en fonction du public qu'il y a, je vais ajuster ça parce que le public va aussi absorber un peu cette énergie dans le médium et le haut médium qui est un peu violente. Alors je vais vous mettre un truc qui tourne moins. Et donc en fonction du public qu'il y a, je vais plus ou moins enlever ces fréquences-là. Quand le public arrive, en fait, ça m'agresse un peu moins dans le médium et le médium parce que j'ai moins ces réflexions-là qui sont hyper violentes sur le sol. Donc le public va absorber un peu le haut médium et le médium par rapport aux réflexions du sol et donc je vais ajuster ça en fonction du public qu'il y a. Donc ça, c'est la première chose que je fais, c'est en fonction du public, je vais plus ou moins creuser mon système dans le médium et le haut médium. La deuxième chose que je peux faire, c'est ajuster les FIR, donc ça c'est avec le public aussi que je vais voir si c'était pertinent ce que j'ai fait. Donc je vais aller dans mon ampli et je vais ajuster ça, alors je le fais à distance évidemment, voilà. Ça c'est vraiment les points un peu de base mais hyper importants. En fonction du public, ajuster le son, et puis en musique électronique, quand on pousse un système dans ses retranchements, n'hésitez pas à creuser le médium et le haut médium là où ça fait mal. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, et j'ai pas pu la faire, je suis un peu deg, c'est de l'EQ dynamique. Donc là, c'est plus le système qu'on égalise, c'est plus en fait les tracks, les morceaux. Dans les musiques électroniques, on n'a pas toujours des morceaux hyper bien mixés ou masterisés, notamment dans l'underground comme c'était le cas ici. Des fois, on avait des artistes qui jouaient des trucs vraiment niche, pas très bien mixés ou masterisés, où on va se retrouver par exemple avec des hi-hats, notamment des hi-hats ou des snares qui sont un peu violentes, où ça a été mal égalisé, où c'est trop saturé, etc. Et où ça va agresser, et je trouve qu'un EQ dynamique permet ça. Donc si vous avez une console avec ça, tant mieux. Moi j'avais pas ça malheureusement, mais n'hésitez pas quand vous faites la façade pour des DJ sets à avoir accès à de l'EQ dynamique. Pour chaque morceau, vous allez pouvoir mettre de l'EQ dynamique s'il y a besoin. Le faites pas tout le temps, le laissez pas en mode automatique, mais ça c'est un peu le truc à faire. Donc voilà. Si vous avez accès à de l'EQ dynamique et que vous avez des morceaux qui parfois sont pas très bien mixés ou masterisés. Bon, ce que je vous dis, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est un détail, mais je pense que quand on arrive à un certain niveau, c'est quand même pas mal d'avoir accès à ça. Voilà. Évidemment, c'est dur de rester pendant des heures et des heures. Là, on parle de 8 heures de son. C'est quand même impossible de rester devant ça sans s'abîmer les oreilles. Mais voilà, si vous êtes plusieurs installations et que vous alternez, n'hésitez pas à avoir accès à cet outil qui est, je trouve, hyper utile en musique électronique. Voilà, que dire de plus sur ce système son-là d'Ultra Virage. Je vous invite vivement à vous rendre à l'édition 2025. La programmation est juste folle. Et moi, cette scène verrière, je l'adore. Je suis un peu amoureux. Je trouve qu'elle sonne bien. Et voilà, on remet le couvert avec ce système de chez El Acoustic. Je vous laisse une dernière petite photo avec le paysage. Ce sera la vue que vous aurez au festival 2025 d'Ultra Virage. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ça se passe en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Pour me soutenir, vous pouvez évidemment utiliser les liens affiliés en description, notamment Thomann. Thomann me verse une jolie part de votre panier. Donc c'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir et d'avoir plus de ce genre de vidéos. Je vous laisse aussi évidemment mon site boringvicmastering.com pour faire appel à mes services en mastering. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.